Joseph-Pierre Ouellette, architecte de renom, 1871 à 1959. L'architecte Joseph-Pierre Ouellette a marqué l'histoire de l'architecture religieuse du Québec de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Né à Saint-Fidèle dans Charlevoix, Joseph-Pierre Ouellette est le fils de Cyrias Ouellette, un architecte originaire de Kamouraska qui a œuvré comme entrepreneur général sur la côte du Sud, dans les cantons de l'Est et dans Charlevoix. Diplômé de l'Université Laval en 1889 et de l'Association des architectes de la province de Québec en 1893, Joseph-Pierre Ouellette pratique comme architecte et évaluateur à son bureau privé, situé sur la rue Sainte-Famille à Québec. Entre 1912 et 1918, il est architecte superviseur du gouvernement fédéral. En 1950, il démissionne comme architecte. Il meurt à Québec le 4 février 1959 à l'âge de 87 ans. Réalisation à Roberval, le couvent des Ursulines de 1898 à 1926, le Collège des Frères Maristes, un agrandissement en 1905, la chapelle des Ursulines en 1907, l'Hôtel de Ville, qui est l'actuel Palais de Justice, en 1909, l'externat en 1915. Les débuts judiciaires. Il était une fois la paroisse de Roberval, créée en 1855, la première ville du lac Saint-Jean. C'est l'époque de la colonisation autour du lac. Et bientôt, Roberval devient le chef-lieu où l'on retrouve de nombreux services. Le chemin de fer s'arrête à Roberval, les bateaux en partent. Le progrès conduit les colons à faire de Roberval un passage obligé. Le flux des affaires entraîne parfois les justiciables dans des situations juridiques conflictuelles et, bien entendu, la paix doit être défendue. C'est en 1872 que la Cour de magistrats du comté de Chicoutimi commence à siéger dans la paroisse Notre-Dame du Lac-Saint-Jean à Roberval. Au début, les audiences se tiennent dans la demeure du notaire Israël Dumais, qui agit comme greffier à la Cour, et elles sont présidées par le juge Francis Herman O'Brien de Chicoutimi. Le premier palais de justice. Au début du 20e siècle, les pressions sont nombreuses pour obtenir l'établissement de la Cour supérieure à Roberval et détacher le Lac-Saint-Jean du district judiciaire de Chicoutimi. En effet, les déplacements vers le Saguenay sont coûteux pour la population, sans parler de l'état des chemins. Le gouvernement du Québec s'engage, par une loi sanctionnée le 2 juin 1904, à permettre que la Cour supérieure siège à Roberval quand la Ville pourra fournir un édifice convenable pour recevoir le juge et les officiers de justice. Cette condition fut réalisée en 1905, lorsque le curé Georges Paradis céda à la Corporation municipale de Roberval le terrain et la maison de la veuve d'Eugène Roy, Madame Alice Descormier. Il les avait achetés en 1903 en vue de la construction d'une nouvelle église. Ces lieux furent convertis en hôtel de ville et palais de justice temporaire jusqu'en 1911. Ainsi, la maison de Madame Descormier fut le premier palais de justice à Roberval et elle était située au même endroit que l'actuel palais de justice. Hôtel de ville et palais de justice. Le maire Léonce Filias Bilodeau rêvait d'un immeuble grandiose pour l'hôtel de ville de Roberval. Le conseil de comté offrait de participer pour une somme de 10 000 $ pour la construction du bâtiment afin d'installer le bureau d'enregistrement. L'intention du maire Bilodeau était de louer une partie de l'édifice au gouvernement fédéral et provincial pour divers services publics, comme la poste, les audiences de la Cour supérieure, le bureau de la colonisation. Du granit rose extrait de la carrière Bernier située dans le rang Saint-Dominique fut utilisé pour la construction de cette bâtisse, servant à la fois d'hôtel de ville et de palais de justice. Le gros des travaux se déroula en 1909 et 1910 sur l'emplacement où était située l'ancienne demeure de la veuve d'Eugène Roy et sur le terrain de son fils Auguste, exproprié pour la cause. La Ville et le Conseil de comté déboursèrent 57 000 $ pour la construction de l'édifice. Après le décès subit du maire Bilodeau et de son successeur Israël Dumais 2 ans plus tard,
le nouveau maire Jules Constantin préféra plutôt vendre l'hôtel de ville au gouvernement du Québec, qui exigea la construction d'une prison avant l'achat. La ville fit construire la prison en 1912, mais revint à la charge en exigeant de pouvoir occuper gratuitement une partie du palais de justice pendant 10 ans. Le bureau d'enregistrement demeura au palais de justice jusqu'en 1984. Fait inusité, en 1913, le cinéma Bijou de Roberval ferma ses portes et on projeta les vues au palais de justice jusqu'en 1920. Naissance du district judiciaire de Roberval. C'est par une loi adoptée le 3 avril 1912 que l'édifice du palais de justice devint la propriété du gouvernement du Québec. Une proclamation en date du 6 juin 1912 confirma la création du district judiciaire de Roberval à compter du 15 juillet de la même année. Roberval fut donc le seul district judiciaire au Lac-Saint-Jean pendant 71 ans, soit jusqu'en 1983, où le district judiciaire d'Alma a été créé. Pendant toutes ces années, les citoyens d'Alma et des environs devaient venir à Roberval pour divers services se rapportant à la Cour supérieure. L'obtention des extraits des registres de l'État civil, la vérification des testaments, l'ouverture des dossiers de faillite et les procès avec juges et jurés. Jusqu'au milieu des années 60, lors des tempêtes d'hiver, des avocats d'Alma prenaient le train à Héberville Station pour arriver à temps à l'audience à Roberval. À partir de 1975, l'enregistrement des raisons sociales, la célébration des mariages civils et l'exécution immobilière par le shérif étaient possibles au palais de justice d'Alma, qui faisait toujours partie du district de Roberval. Les procès ont toujours suscité l'intérêt de la population. Les procès sont publics, sauf exception, et c'est là un fondement de notre système de justice. Certains de ces procès suscitent la curiosité des gens. Ainsi, plusieurs causes célèbres ont fait courir les foules au palais de justice de Roberval, particulièrement en matière criminelle. Une des causes qui a le plus retenu l'attention du public à travers le pays fut sans doute l'affaire de la Galope, Émilie Amy Sprague, accusée d'avoir empoisonné son mari. Elle fut reconnue coupable dans un premier procès et condamnée à être pendue. C'est la seule condamnation à mort dans le district de Roberval. La Cour d'appel ordonna la tenue de nouveaux procès et elle sera finalement acquittée, le jury ne pouvant parvenir à un verdict unanime. Le centre de détention, voisin obligé du palais de justice. Proclamation du 6 juin 1912, Georges V, par la grâce de Dieu, nous ordonnons qu'à compter du 15 juillet 1912, le comté du Lac-Saint-Jean est et sera érigé en district judiciaire sous le nom de district de Roberval et qu'à compter du dit 15 juillet, les palais de justice et prisons construits dans la dite ville de Roberval, dans le dit district, seront et sont le palais de justice et la prison pour le district de Roberval. Essentielle à la création du district judiciaire par décret du gouvernement, la prison de Roberval fut érigée en 1911 par la municipalité de Roberval. Elle se situait alors au sous-sol du palais de justice et en annexe. La création du district judiciaire passait obligatoirement par la cession du palais de justice et de la prison au gouvernement du Québec. Un immeuble en briques a été ajouté près du lac en 1952. Afin de faciliter les comparutions des détenus devant la cour, l'établissement de détention est relié à 2 salles d'audience du palais de justice. Procès en salle d'audience. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a eu du changement en 100 ans. Voici ce que l'on pouvait voir en salle de cour en 1910. L'huissier audiencier ouvrait la séance en frappant le sol avec la verge noire de l'huissier. Le juge et les plaideurs portaient la toge et la perruque blanche. Le juge utilisait son maillet pour réclamer le silence dans la salle. Un immense crucifix et les armoiries du roi surplombaient la tribune du juge. La devise « Honi soit qui mal y pense » est inscrite sur la jarretière qui entoure l'écusson des armoiries royales. Elle symbolise l'ordre de la jarretière, un ancien ordre de chevalerie dont la reine est le souverain. L'ordre de la jarretière fut fondé par Édouard III en 1348 pendant la guerre de Cent Ans qui opposa l'Angleterre à la France. L'enregistrement des débats se faisait par sténographie et le flot de paroles de chacun était consigné par écrit.
Rares étaient les huis clos pendant les procès, car la loi ne prévoyait pas expressément la protection des témoins. On commençait à déposer en preuve des photographies, de la haute technologie à l'époque. La procédure était lourde et rigide. En matière criminelle, la Cour exigeait presque toujours des sommes d'argent en cautionnement afin de garantir la présence des gens à leur procès. Et un prévenu qui s'esquivait avant son procès pouvait ne jamais être retrouvé. Les moyens de communication étaient restreints. La police n'avait pas accès à des bases de données signalant l'existence d'un mandat d'arrestation émis par la Cour. 100 ans plus tard, la réalité est tout autre. L'huissier audiencier ouvre la séance de cour en réclamant le silence et en présentant le juge. Plus de crucifix ni d'armoiries dans la salle qui se veut plus sobre. Les juges et avocats portent toujours la toge, mais sans perruque. Le maillet ne résonne plus dans la salle de cour. Toutes les représentations devant la cour sont captées par l'enregistrement numérique, ce qui permet une réécoute fidèle. Plusieurs lois donnent une grande latitude aux juges pour ordonner le huis clos, afin de faciliter le témoignage des gens dans certains cas spécifiques. Le dépôt en preuve de DVD, de disques compacts présentant des images numérisées et des vidéos est courant. Les témoins peuvent même témoigner par visioconférence lorsque leur déplacement est impossible. La procédure a suivi l'évolution de la société et de la technologie. Elle a été adaptée de façon spécifique à plusieurs domaines du droit. Les dossiers sont informatisés et certaines données se recoupent entre les systèmes, permettant à tous les intervenants judiciaires et extrajudiciaires d'avoir les renseignements précis rapidement. En prison. Le 3 juillet 1912 est nommé le premier geôlier, dit le gouverneur de prison, et son fils de 12 ans occupe la fonction de tourne-clé. Il y a un gardien de nuit. À cette période, des livres d'écrou étaient tenus à la main. On y consignait l'identité de chacun des prisonniers, son adresse, son état matrimonial, sa religion, le crime qui lui était reproché, le cheminement des procédures judiciaires et, bien entendu, la sentence qu'il avait à purger. Dans ces livres, on retrouve pratiquement les mêmes crimes qu'aujourd'hui. Voies de fait, interdiction de troubler la paix publique, ivresse au volant, vol et même proxénétisme. Pendant la guerre, les déserteurs arrêtés étaient transférés directement à la citadelle de Québec. Le premier détenu incarcéré dans la prison, une personne de Roberval, fut emprisonné 2 mois pour avoir volé 3 $. La prison originale comprenait 8 cellules dans l'annexe à l'arrière du palais de justice et 2 cellules à même le bureau d'enregistrement. À une certaine époque, on a craint que la prison ne ferme ses portes, faute de détenus. Les principales rénovations apportées à l'immeuble sur 100 ans. Entre 1945 et 1983, nous avons eu des travaux d'électricité, de chauffage et d'égouts, l'agrandissement de la prison aux dimensions actuelles, restauration du rez-de-chaussée du palais de justice, modification de l'entrée de droite et divers travaux électriques, plusieurs réaménagements mineurs et travaux de chauffage et d'électricité. Mais en 1983-1984, il y a eu une réfection complète du palais de justice. Seule la maçonnerie extérieure et la structure de bois sont conservées. Par la suite, il y a eu la restauration de la toiture, des modifications de la salle 204. On a aménagé des salles d'entrevue, la climatisation dans ce secteur. La toiture a été refaite avec une membrane cuivrée, la climatisation des principaux locaux du palais de justice en 2004 et finalement un réaménagement du bureau des procureurs de la Couronne en 2009, mais qui n'a pas été suffisant puisqu'ils ont dû déménager à l'extérieur du palais de justice. Après plus de 30 années de patience et d'espoir, le besoin a enfin été confirmé et la bonne nouvelle tant attendue est arrivée le 11 décembre 2017. Tous les dignitaires, les employés et les personnes intéressées étaient rassemblés en présence des journalistes dans la grande salle d'audience du 2e étage pour entendre cette annonce mémorable. Une première étape essentielle au projet fut le déplacement de la maison du sculpteur et peintre Léonard Simard au Jardin des Ursulines à l'automne 2018 afin d'avoir l'espace nécessaire au stationnement du nouveau palais de justice. Le coup d'envoi de la construction fut ensuite donné par la ministre de la Justice, Maître Sonia Lebel, le 3 septembre 2019, avec la première pelletée de terre qui eut lieu sous un soleil radieux.
Comme un centre de détention régional ultramoderne avait été construit dans les années antérieures, à l'extérieur du centre-ville de Roberval, celui voisin du palais de justice et situé près du lac a été démoli en mars 2020. Les travaux allaient bon train, mais samedi, le 8 mai 2021, vers 18h, un incendie s'est déclaré sur la toiture de l'agrandissement du palais de justice et s'est rapidement propagé à la bâtisse ancestrale. Dès le lendemain matin, le ministre de la Justice, Maître Simon Jolin Barrette, annonçait que la bâtisse allait être reconstruite. Le personnel a connu une période assez mouvementée en vivant plusieurs relocalisations. Les travaux de construction d'un palais de justice temporaire dans la Plaza Roberval, le déplacement des cours à Dolbeau et Alma, la récupération des dossiers avec prise d'inventaire à l'extérieur de l'immeuble et le retour de la décontamination après plusieurs mois. Malgré tout cela, les employés ont continué de donner un service de qualité à la clientèle et aucune journée de cours a été perdue. Les partenaires ont dû eux aussi s'adapter à la situation et ont fait preuve d'une remarquable collaboration. Dans la semaine du 13 juin 2022, lors du démantèlement d'une partie de la façade de l'ancien palais, une belle surprise nous attendait. Les maçons ont trouvé, près du clocher, une capsule temporelle contenant une lettre dactylographiée datée du 1er juillet 1909 du maire de Roberval, M. Léonce Filias Bilodeau, et un ajout fait à cette lettre par son fils Ernest lorsque son père est décédé. Il y avait aussi un exemplaire de la Gazette officielle du Québec de 1883 avec la mention de la constitution du village de Roberval, le rapport annuel de la Chambre de commerce du Saguenay pour l'année 1908, ainsi qu'un exemplaire du journal Le Progrès du Saguenay du 8 mars 1903, comprenant un article sur la ville de Roberval en page frontale. Sans l'incendie, cette fabuleuse découverte n'aurait jamais eu lieu. Les documents retrouvés sont sous la responsabilité du Centre d'archives et Société d'histoire Domaine du Roi de Roberval. Nous avons à notre tour caché une capsule temporelle dans les murs du palais, en souhaitant qu'elle soit retrouvée par les prochaines générations. En dépit des nombreux enjeux rencontrés tout au long de la construction, le magnifique palais de justice de Roberval, rénové et agrandi, a finalement ouvert ses portes le 7 juillet 2025 et a été inauguré le lendemain en présence du ministre de la Justice, de toute la communauté du milieu judiciaire et des intervenants municipaux. Le personnel du palais de justice de Roberval a réussi à surmonter toutes les épreuves placées sur son chemin grâce à son incroyable courage, son impressionnante résilience et son importante capacité d'adaptation. Comme le dit si bien la devise de la ville de Roberval, « À cœur vaillant, rien d'impossible ».